sociale et solidaire, rappeler quelles sont ses origines et poser la problématique de cette rencontre. Nous avons sollicité pour nous présenter cette introduction Frédéric Garcia et Nathalie Lallemand-Stempak, deux jeunes enseignants, chercheurs en sciences de gestion qui font partie de notre collectif. Frédéric, diplômé d'HEC, qui prépare actuellement une thèse à l'économie des mines de Paris, et Nathalie, diplômée de l'école des mines, qui vient de soutenir sa thèse à HEC sur la transformation des mutuelles d'assurance et qui travaille aujourd'hui à l'Université Paris-Descartes. Pour la conclusion de cet échange, nous avons demandé à M. Christian Sautet de présenter une courte synthèse de nos débats en tant que grand témoin et de nous apporter son éclairage sur l'économie sociale et solidaire. Je n'ai pas besoin de présenter Christian Sauter, vous le connaissez tous, diplômé de l'école polytechnique et de l'Institut d'études politiques. Il fut préfet de l'Île-de-France, inspecteur général des finances, il est toujours. Il fut préfet de Paris et secrétaire d'État, puis ministre. Mais actuellement, il est président de France Active et conseiller de Paris. Voilà, je passe la parole à Frédéric et à Nathalie. Alors, pour parler d'économie sociale et solidaire, il convient d'abord de définir ce dont il s'agit. Or, ce n'est pas une tâche très aisée dans la catégorie hétérogène et dans les acteurs finalement recouvrent l'ensemble des secteurs de l'économie. Alors, pour faire simple, généralement on désigne par économie sociale et solidaire trois grandes familles d'entreprises, les coopératives, les mutuelles et les associations, auxquelles on ajoute aussi désormais les fondations. Donc, mais au-delà de ces statuts juridiques, finalement on peut aussi définir l'économie sociale et solidaire en fonction des principes et des caractéristiques communes à ces entreprises. En l'occurrence, on peut en noter trois. D'une part, elles sont supposées répondre à des principes de gouvernance démocratique. À ce propos, on cite souvent l'expression « un homme égale une voix », qui signifie en fait que, indépendamment du rôle exercé par un membre d'une entreprise de l'économie sociale, et même si, par exemple, celui qui apporte des ressources sont nécessaires à l'activité, sa voix n'aura normalement pas plus de poids dans la prise de décision que celle d'un autre membre. Deuxièmement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont supposées aussi appliquer un principe de non-lucrativité ou de lucrativité limitée. Ça veut dire que même si elles exercent une activité marchande, elles n'ont pas vocation à accumuler du capital et que même si les bénéfices peuvent, dans une certaine mesure, être redistribués entre les membres, ils doivent l'être équitablement. Et à l'inverse, les membres sont également solidaires en cas de perte. Et enfin, cette activité, l'activité de l'entreprise de l'économie sociale doit également répondre à une certaine utilité sociale. En l'occurrence, même quand il s'agit d'une activité marchande, ça veut dire qu'elle doit répondre à des besoins exprimés par des personnes et non au seul objectif de dégager des profits. Bon, à partir de cette définition, on peut mentionner qu'aujourd'hui, il y a des débats qui cherchent qui appellent à un élargissement des frontières de l'économie sociale et solidaire, et en particulier à considérer les entreprises qui se prétendraient à cette utilité sociale, mais ne se révéraient pas nécessairement le statut juridique ou le mode de gouvernance démocratique ou le principe de non-lucrativité. Si ces débats, bien entendu, valent probablement la peine d'être ouverts, ici, pour simplifier, je resterai dans cette définition traditionnelle. Sachant que même dans un sens traditionnel, finalement, l'économie sociale et solidaire est déjà difficile à appréhender, comme je l'ai dit, à cause de son hétérogénéité. En l'occurrence, ce qui est assez compliqué est de considérer qu'elle rassemble à la fois des entreprises marchandes et des entreprises non marchandes. Donc en effet, pour simplifier, on peut considérer que d'un côté, on aurait les coopératives
mutuelles qui seraient des entreprises marchandes, c'est-à-dire qu'elles produisent et vendent des biens et des services sur des marchés et du coup se trouvent généralement en concurrence avec des entreprises capitalistes. Et à ce titre, par ailleurs, elles peuvent finalement prétendre à représenter une alternative au système capitaliste. Et de l'autre côté, on aurait les fondations et les associations qui elles, offrent généralement des services, des biens, soit gratuitement, soit à des prix non significatifs économiquement, et qui éventuellement bénéficient de ressources qui sont également non marchandes, comme par exemple des subventions, des dons, un travail bénévole, etc., pour réaliser leur activité. Et du coup, dans ce contexte, elles peuvent être perçues plutôt comme assurant un rôle proche de celui de la puissance publique, et éventuellement d'ailleurs pour compenser ces carences. Par exemple, on peut citer les secteurs de l'aide aux personnes défavorisées, l'accès à la culture, au sport, à l'éducation, ou encore l'insertion sociale, l'insertion économique pour le travail. Alors qu'en est-il en termes de poids et de dynamisme? Finalement, même si on constate qu'un certain nombre, vraiment un grand nombre de coopératives et de mutuelles importantes ont disparu, ont été démantelées depuis les années 1990, le secteur de l'économie sociale a finalement globalement enregistré une forte croissance au cours des dernières années en Europe. Les chiffres mettent notamment en évidence une augmentation de 25% du nombre d'emplois salariés au sein des coopératives et des associations, qui en l'occurrence regroupent le gros du secteur, sur la seule période de 2003 à 2010. In fine, ce secteur représente, selon certaines études, 6,5% du total de l'emploi en Europe, et sur la France, ce chiffre atteint presque 10%. Finalement, au-delà de ce dynamisme dans les chiffres, on remarque également que le secteur semble avoir bien mieux résisté à la crise qui sévit en Europe depuis 2008 que le secteur privé, en préservant davantage d'emplois, voire en créant, et notamment dans certains secteurs comme celui des services à la personne ou l'insertion sociale. Et enfin, dernier point à souligner et non négligeable, qui joue un rôle dans le thème que nous avons choisi aujourd'hui, ce dynamisme se lie également dans la reconnaissance croissante dont le secteur bénéficie par la puissance publique. Enfin, en effet, sur les seules 10 dernières années, 12 pays membres de l'Union européenne ont adopté des lois ou travaillé à des projets de loi qui visent à une meilleure reconnaissance du secteur de l'économie sociale et de ses spécificités. De même, on peut observer aussi que les formations universitaires ont tendance à se multiplier, attestant finalement d'une attractivité croissante auprès de la jeunesse. Donc pour le cas de la France, comme Jean-Marc l'a souligné, cette reconnaissance par la puissance publique est plus que jamais d'actualité, puisque un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire a été déposé en juillet dernier au Parlement et est actuellement en discussion. Qu'est-ce que propose ce projet de loi? Il a d'une part le mérite d'essayer de définir les frontières de l'économie sociale, enfin de définir l'économie sociale et solidaire. En l'occurrence, il conserve les notions de gouvernance démocratique, de non-lucrativité et d'utilité sociale, mais il vise également, sur un plan plus pratique, à favoriser son développement, notamment sur les territoires, et notamment par un accès plus facile au financement de l'activité et par une évolution des statuts juridiques des entreprises qui composent. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait lieu aujourd'hui, jusqu'à un autre moment, de s'intéresser à l'économie sociale et solidaire? Pourquoi maintenant? Parce qu'après tout, comme ça sera probablement rappelé par nos différents intervenants, l'économie sociale et solidaire, en tant qu'idée comme en tant que mouvement d'organisation d'entreprises et d'associations, est assez ancienne. Il n'est évidemment pas question ici d'en refaire intégralement l'histoire, mais il est quand même important d'avoir en tête que les expériences fondatrices, les doctrines fondatrices, qu'on voit notamment à Robert Owen, à Joseph Proudhon, à Charles Fourier, etc., que ces expériences et ces doctrines pionnières remontent à la première moitié du XIXe siècle, donc à l'époque où les puissances européennes commençaient seulement à s'industrialiser, donc bien avant Marx, le socialisme, etc. Donc on peut donc dire que l'économie sociale et solidaire a constitué historiquement la première réaction à l'endroit de la propriété privée des moyens de production et du rapport salarial. C'est-à-dire à la fois la première protestation
contre ces structures économiques, mais aussi le premier contre-projet alternatif visant à dépasser ces structures et à inventer d'autres rapports productifs et sociaux. Alors, si c'est un mouvement aussi ancien, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il connaîtrait et est-ce qu'il connaît véritablement aujourd'hui une seconde jeunesse. Pour l'expliquer, on peut essayer de convoquer certaines données fondamentales de notre époque qui peuvent éclairer ce fait paradoxal. La première donnée, c'est que peut-être ce qui caractérise le plus profondément la situation des économies et des sociétés contemporaines, c'est un sentiment largement partagé d'une décorrélation, d'une déconnexion sans cesse croissante entre le destin des sociétés, le destin des peuples, et l'évolution du monde des affaires, de l'économie et de la finance. C'est-à-dire le monde de ceux qui tirent le plus grand profit de l'expansion économique. Alors, ce divorce entre économie et société n'a pas toujours allé de soi. Dans les années 50, on pouvait encore dire aux États-Unis que ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. On a pu ainsi croire, à une époque, penser que, de toute façon, le progrès économique concourait au bien-être général, au progrès social. On a pu croire que l'économique et le social pouvaient, dans les années d'après-guerre, pendant les années de la reconstruction, se servir l'un à l'autre, se renforcer mutuellement. Aujourd'hui, la situation semble avoir bien changé, à tel point qu'en 1999, Boltanski et Capello, dans un livre « Le nouvel esprit du capitalisme », pouvait dresser ce constat effrayant: le capitalisme prospère, la société se dégrade. Il mettait ainsi le doigt sur cette rupture du lien, qui était certes fragile, mais bien réelle, entre l'économique et le social. Alors, les raisons de cette rupture, on les connaît à peu près. Elle s'explique par le fait que, depuis une quarantaine d'années, tous les garde-fous à la toute-puissance de l'économie ont sauté un à un. Déréglementation financière, libéralisation du commerce international, démantèlement des systèmes de protection sociale, de solidarité, dumping social, fiscal, etc. Autant de changements qui ont permis aux grands groupes transnationaux, aux grandes firmes et au monde de la finance de progressivement se soustraire au contrôle démocratique et à l'impératif d'inscription dans une société et de redistribution de leurs gains. Il en résulte donc au sein des travailleurs, au sein des peuples, prédomine un sentiment qu'ils doivent donner toujours plus au service de l'économie, mais sans jamais rien recevoir d'elle en retour. On savait déjà que depuis une trentaine d'années, on avait vu se creuser de manière croissante le fossé entre les revenus du capital et les revenus du travail. Et cette fracture s'est probablement aggravée avec la crise, au cours de laquelle les peuples ont eu l'impression de devoir payer la facture des imprudences répétées du monde de la finance. Et aujourd'hui, ces mêmes peuples contemplent le spectacle de la hausse du chômage, des plans sociaux, de la désindustrialisation, de la montée de la souffrance au travail, etc. Tout en apprenant par ailleurs que le monde n'a jamais compté autant de milliardaires et que les bénéfices des grands groupes se portent finalement pas si mal. Ce triste constat d'une déconnexion entre l'économique et le social se double d'une seconde donnée qui est peut-être encore plus alarmante, qui est le sentiment que nous sommes condamnés à ce monde, qu'il n'y a pas d'alternative, comme disait la regrettée Margaret Thatcher. Ce qui conduit aujourd'hui les citoyens à croire que leurs existences, le destin de l'économie, de la société leur échappe de plus en plus et que tout est décidé à leur place. Et de fait, l'absence de véritable alternative économique, sociale est aujourd'hui criante. Les espoirs qui avaient été placés dans le Grand Soir et le socialisme ont viré au cauchemar totalitaire. Le réformisme, lui, a pris quand même sérieusement du plomb dans l'aile en s'alignant sur la doxa libérale dominante. Et la critique sociale, quant à elle, est devenue quasiment inaudible. Ne reste aujourd'hui qu'un désespoir et une révolte qui sont quasiment sans objet, sans projet, qui peut au mieux prendre les contours d'une indignation, certes généreuse, mais néanmoins stérile, ou au pire celui de la jacquerie ou d'un extrémisme politique au contour de plus en plus inquiétant. C'est donc probablement d'un côté ce divorce entre l'économique et le social, et de l'autre le sentiment d'impuissance qui font qu'aujourd'hui on peut peut-être voir dans l'économie sociale et solidaire une espèce de phare dans le brouillard, une planche de salut pour l'homme debout. Mais on a appris, l'histoire nous a appris à nous méfier des lendemains qui chantent, puisqu'on peut dire que l'histoire est une espèce de cimetière d'utopie avortée. Et c'est pourquoi nous estimons que l'économie sociale et solidaire ne doit pas être louée, ne doit pas être chantée, célébrée, mais doit plutôt être regardée avec lucidité, pragmatisme, sens critique.
mais regardée à la fois en tant que réalité concrète, vivante, ça sera plutôt l'objet de la première table ronde, et en tant que promesse pour l'avenir, potentielle, ça sera l'objet de la deuxième table ronde. Donc c'est tout l'enjeu et l'ambition de cette journée, cette rencontre. Merci à Frédéric et Nathalie. Donc je passe la parole à Michel Lebert qui anime notre première table ronde. Il est effectivement temps de donner la parole à ceux qui ont refusé cette rupture entre l'économique et le social depuis très longtemps, et ceux qui cherchent absolument à faire en sorte que dans ces différentes structures, quel que soit leur statut, les hommes au travail puissent avoir le maximum d'impact sur l'évolution de leur propre activité. Donc on va essayer d'illustrer ces propos autour de témoignages de nos invités. Donc je vais sur la première question demander à Bernard, René et Béatrice de me rejoindre sur l'estrade, sans tomber. Je pense que la première question, la plus simple peut-être, c'est de demander quelle est la principale motivation pour vous qui avez dédié l'essentiel de votre activité, eh bien professionnelle, parce que vous avez chacun plein d'autres activités. Quelle est la principale motivation qui vous a animé, qui vous anime encore pour avoir investi à ce point dans l'économie solidaire? Bernard a été très longtemps responsable d'une très grosse SCOP. Il dira jusqu'où il l'a emmené, si je puis dire. Les SCOP ont une image bien évidemment très détériorée dans ce que pensent les gens des SCOP. C'est en fait la récupération avant qu'ils ne meurent définitivement d'un certain nombre d'activités économiques. C'est bien évidemment pas ça. Et Bernard peut aussi l'illustrer. Bien, Président, bonjour, Messieurs. Merci. Oui, pour répondre à cette question, je suis à la base d'une coopérative que j'ai laissé la main et ensuite je suis revenu à la fin depuis 4 ans. Cette coopérative, qui était une toute petite affaire, reprise par des salariés et en difficulté, est devenue une société de 2300 personnes aujourd'hui. Et de référence française, puisque c'est le numéro 1 comme fournisseur de France Télécom, de Bouygues et autres. Donc pourquoi je me suis passionné pour cette économie un peu différente? Bien tout simplement parce que j'ai toujours pensé, à tort peut-être, mais l'expérience montre que s'il y avait des êtres humains qui ont construit des sociétés, et donc l'être humain a toujours été au centre de ma pensée pour construire véritablement un développement économique. La deuxième des choses que j'ai toujours considérée, et qui pourra peut-être choquer la salle, c'est que je n'ai jamais cru que le mot salarié était un mot adapté à la vie. Le mot co-entrepreneur est un mot qui me semble être très important. Les êtres humains doivent les uns avec les autres, construire des choses, créer des liens et s'engager pour véritablement construire toutes sortes d'activités plus ou moins marchandes, mais c'est la capacité des uns avec les autres pour construire qui fait que l'on survit ou que l'on ne survit pas. Et puis je me suis passionné pour l'entreprise et coopérative parce qu'il y avait une autre dimension que la dimension traditionnelle, dont j'étais issu, puisque je suis issu d'un monde capitaliste pur et dur, qui était la durabilité, la pérennité de l'entreprise en dehors de toute autre considération de rémunération du capital et exclusivement de rémunération du capital. Donc ces trois variables m'ont amené à œuvrer dans ce secteur, à comprendre ce secteur, à avoir des déboires, comme tout le monde. Il faut être clair que quand on est entrepreneur, on a aussi des déboires. J'ai une coopérative, elle a déposé le bilan, bon, pour être très clair. Donc ne soyons pas à cocorico, il y a beaucoup de choses à faire et c'est compliqué. Ceci étant, ce qui m'a aussi passionné et qui me passionne toujours, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire
que dans une organisation traditionnelle, dans bon nombre de cas, c'est la pyramide du haut, c'est-à-dire la tête du haut qui dirige tout. Dans le monde coopératif, et en particulier au moins chez Scopelec, c'est la base qui construit le haut. Ça va pour la logique de la gouvernance, mais ça va aussi pour la logique du financement. Parce que quand vous voulez construire du financement et avoir des partenaires financiers qui viennent vous aider, puisque sur 2300 personnes, il y a exactement 630 salariés qui sont des salariés de la coopérative, les autres structures sont des filiales, et dans ces salariés, vous n'avez que 430 sociétaires, c'est-à-dire des gens qui, jour après jour, se sont sacrifiés et ont laissé 3% de leur rémunération au sein du capital pour créer un développement capitalistique pour autant. Donc, quand vous avez des croissances relativement fortes, eh bien, vous êtes obligé de vivre avec le milieu extérieur, de vivre avec le milieu capitalistique traditionnel, et ça demande beaucoup de doigté, d'ingénierie financière, peut-être plus que dans le monde traditionnel, si vous voulez assurer votre pérennité dans le temps. Donc, voilà pourquoi j'ai œuvré, que je me bats, et je pense, l'âge venant, que l'intérêt général que l'on développe dans les coopératives est certainement plus marqué qu'il n'est dans les entreprises traditionnelles. Mais nous ne nous trompons pas. À partir du moment où une coopérative arrive à une certaine taille, je vous affirme que c'est très difficile de rester en coopérative, car vous avez vraiment la finance qui a une importance capitale souvent et qui impose souvent beaucoup de conditions. Ceci étant, la taille aussi a un autre problème, et je n'irai pas, c'est l'art de communiquer avec vos collègues sociétaires, parce que quand vous êtes en coopérative, vous êtes dans une logique démocratique. Certains ont rappelé la définition de ce qu'était une coopérative, une entreprise appartenant au monde de l'économie sociale. Reste que vous devez communiquer plus, vous devez être plus attentif à un certain nombre de notions ramenées à chaque collaborateur dans l'entreprise, et parfois, en fonction de la taille, eh bien, cet art de vivre un lien fort les uns avec les autres peut se perdre. Merci pour cette première intervention, Bernard. On reviendra certainement avec vous sur d'autres questions. Je voudrais maintenant passer la parole à, non pas un dinosaure de l'économie sociale, mais quelqu'un qui représente toute l'histoire et les origines de beaucoup d'entreprises solidaires. René Diaz appartient certainement au canal historique des entreprises solidaires. Tous ceux qui sont venus à travailler sur ce champ-là par les travailleurs sociaux. Et René illustre parfaitement, de par ses responsabilités passées, de par son histoire et de ses responsabilités actuelles, toute cette branche extrêmement importante et peu connue aussi de l'économie solidaire. René, merci. Bonjour, écoutez, j'espère faire aussi court que mon prédécesseur, je ne suis pas absolument certain. Alors, je suis René Diaz, celui-là. Ça va comme ça? Je suis président de Garance, de Seine-Saint-Denis, France Active, 93. Et France Active, je ne sais pas si quelqu'un le présentera, c'est un financeur de l'économie solidaire depuis plus de 20 ans. Qui a été créé par Claude Alfandéry, qui était un grand résistant, banquier, et qui a tiré de cette idée qu'il fallait soutenir l'économie solidaire par des apports, mais également par la garantie des prêts bancaires, parce que c'est ce qui garantissait les prêts bancaires un développement, et qui reste aujourd'hui à la base de France Active. Michel dit que je suis canal historique, alors je suis canal historique parce que je suis dans cette histoire depuis 40 ans maintenant. J'ai créé avec plusieurs amis une entreprise d'insertion qu'on appelait l'intermédiaire à l'époque. J'ai créé une entreprise de formation à l'intérêt de quartier, dans le quartier de Clichy-Montfermeil. Je reviendrai sur ce territoire. Et dont j'ai été responsable de la politique de la ville entre 1995 et 2002. Alors, c'est un peu l'archéologie, si vous voulez, que je vais faire très vite.
Au départ, on trouve dans cette histoire de cette idée d'entrepreneuriat, d'arriver à de donner accès, une sorte de tremplin pour des jeunes qui sont a priori assez réticents et assez hors de l'emploi, on trouve la catégorie des éducateurs de rue. Alors, éducateurs de rue, ça vous dit quelque chose, ça s'appelle la prévention spécialisée. C'était en fait, ça a été créé à l'origine auprès des blousons noirs, et il y a quelques grandes figures, puisqu'on est dans une église, on peut les rappeler. Il y avait l'abbé Jean-Claude Barrault, qu'on appelait le curé des blousons noirs, il y avait Guy Gilbert, et qui ont été un peu connus. Et en fait, il y a eu assez vite l'idée que si on voulait créer des activités, préparer les vacances, aménager un local, il fallait que les jeunes participent. Et donc, en fait, assez vite, il y a eu l'idée de petits boulots, de déménagement, de petits travaux, de peinture, etc. Et certaines de ces activités sont devenues pérennes et ont donné lieu à des structures qui sont devenues autonomes par rapport à la structure de base. Alors, si vous voulez, ce mouvement, c'est beaucoup développé, ce qui nous est arrivé à nous, mais ce mouvement s'est beaucoup développé à partir de 80. Et il faut là donner un mot un peu particulier sur les années 76-81, qui constitue pour l'économie solidaire, côté SIAE, côté structure d'insertion par l'activité économique, donc un pan très très étroit quand même, qui s'est beaucoup développé depuis, mais un pan assez étroit des activités solidaires. Alors si vous voulez, il y a trois séries d'événements qui se passent entre 76 et 81. D'abord, il y a l'arrivée du chômage, à partir de 73, qui n'est pas massif à l'heure d'aujourd'hui, mais qui apparaît massif à l'époque. Il y a ce qu'on appelle la naissance des cités sensibles, des quartiers sensibles, je vais y revenir, et il y a le développement de la toxicomanie. Alors ça paraît, maintenant on parle beaucoup de toxicomanie au niveau du hashish, mais au niveau de l'héroïne qui revient. À l'époque, il y a beaucoup d'héroïne qui circule, et si vous voulez, dans les sondages, moi j'étais en sociologie à l'époque, on avait étudié ça, la toxicomanie était pour les Français le deuxième, le troisième problème qui menaçait le pays. Donc c'est en 76. Alors, quelques mots sur la période 76-81 qui est en fait très mal connue. Alors, je m'aventure là sur un sujet extrêmement sensible. J'oublie pas que Jean-Claude Barrault, le curé des blousons noirs, qui était directeur de l'Office des migrations internationales, entre 84 et 87, est devenu infréquentable. Et cet accès de l'eupénisme, à partir du moment où il a écrit dans un livre qui était l'islam en général et le monde moderne en particulier, que le discours des intellectuels sur les Arabes et l'immigration était entaché d'hypocrisie, avec un support de faux respect et de mépris profond qui empêchait de voir les réalités. Nous sommes quelques-uns à partager ce point de vue. Ce que je peux dire, moi, de cette réalité que j'ai vécue dans Seine-Saint-Denis, c'est que pour la plupart des cas que j'ai connus, sur les 13 sites qui ont été repérés par Banlieue 89, qui était l'association qui organisait la politique de la ville, qui était les 4000 avec Grenoble, les premiers Laulnay, le Val-Forêt, Clichy, Montfermeil, les Francs-Voisins, etc., certains quartiers nord de Marseille, les Mureaux, les Maguettes. C'est que tous les événements qui ont vu, si vous voulez, brutalement se dégrader les conditions de vie dans ces quartiers ont été faits d'une minorité très très précise qui étaient les enfants des Algériens arrivés en France autour de 62-63, c'est pas les harkis, et les enfants qui étaient devenus des adolescents, si vous vivez, qui étaient tous beaucoup en échec scolaire, et qui ont commencé à faire des mini-émeutes, des feux de poubelle, etc., et qui ont provoqué l'exode des populations les mieux intégrées socialement. C'est ce qu'on a appelé la génération des beurs. Je rappelle d'ailleurs que beurre n'est pas le Berlan d'arabe, mais le Berlan des rebeux. C'est le Berlan des rebeux, c'est donc les fils des rebeux, comme les beurs. Et alors, en fait, c'était les enfants de rebeux qui étaient des pères souvent tous qualifiés au chômage, qui venaient d'être licenciés en paquet très très important. Gérard Mariel le décrit bien. On s'est servi de
cette catégorie de population pour moderniser l'industrie en France et pour faire face à la concurrence. Et ils étaient, alors je dirais, scolaires et orientés contre leur gré et contre leur rêve vers des filières professionnelles qui étaient pour eux considérées du travail manuel, et qui ne voulaient absolument pas faire parce qu'ils se voyaient tous dans un bureau avec un téléphone. Et pour terminer ce point, moi ça m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, parce que les jeunes me disaient tu aurais vu quand il y a eu le feu dans les tours, comment les racistes après sont partis. Et moi j'avais bien dans mon personnel, j'avais une dame qui était l'animatrice de la garderie qu'on avait créée et qui décrivait comment elle s'était trouvée coincée, je veux dire, au 16e étage, sans échelle, les pompiers pour l'atteindre, et plusieurs heures avec ses enfants, et que le soir, avec son mari, ils ont décidé de déménager. C'était un exode qui s'est passé dans la Courneuve, dans les 3000, etc. Donc c'est des événements, c'est une forte archéologie, mais c'est ça qui a donné naissance à ce moment-là aux cités sensibles, au développement de ce qu'on a appelé les CAE dans tous les quartiers sensibles de France. Alors, le problème se posait finalement assez clairement. Qu'est-ce qu'on faisait de ces jeunes qui étaient là et dont on disait qu'ils tenaient les murs alors il y avait beaucoup la drogue, l'héroïne, pas le H à l'époque. Et donc, on s'est retrouvés, nous, si je prends un exemple concret, avec une équipe qui s'occupait de prévention de la toxicomanie et une équipe d'éducateurs de rue. Et en fait, on a dit que c'est pas possible, il fallait créer quelque chose. On avait sous la main un ancien toxicomane qui travaillait avec l'équipe de prévention, avec l'équipe de prévention de la toxicomanie, et on a eu l'idée de créer des chantiers, chantiers de seconde œuvre, et puis on a été effectivement une sorte de tremplin, une sorte de SAS, on a appelé les entreprises intermédiaires, parce qu'on n'était pas prêt, on n'était pas insertion, on était plutôt intermédiaire entre la cité et la vie économique. Et en fait, on a créé ensuite un restaurant, on a créé un programme de formation. C'était toujours l'idée de cette catégorie de jeunes, et c'est un mouvement qui s'est passé en France entière, en fait, à ce moment-là. Donc très social. Notre chance à nous, et à beaucoup d'autres, a été qu'on a eu une gouvernance, qu'on avait fait rentrer, on avait créé une structure avec un conseil d'administration où il y avait des élus municipaux, des syndicalistes, des gens du Parti communiste, des gens de consommateurs, et qu'en fait ils nous ont imposé, aux travailleurs sociaux, de faire une vraie entreprise avec un vrai salaire, avec des vraies fiches de paye, etc. Et alors que ces jeunes travaillaient parfois à temps très partiel, certains étaient gravement toxicomanes, venaient travailler quelques heures l'après-midi, 1, 2, 3 jours par semaine, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on les voyait se reconstituer, c'est pas idéal, mais on était assez content de penser qu'en gros, 2 tiers des mômes, enfin des mômes qui avaient 18 ans maintenant, en gros, au bout de 6 mois, 1 an, arrivaient à reprendre pied dans le monde et retrouver du travail. Et donc, et c'est vrai que, bon, moi je suis un vieil éducateur, donc c'est toujours émouvant, mais quand un gosse me dit qu'il a acheté une cuisinière à sa mère avec du vrai argent, parce que l'autre c'était un argent qu'on dépensait, c'était pas un truc pour acheter. Là, c'était du vrai argent, il avait acheté une cuisinière à sa mère. C'est vrai qu'on dit qu'il y a un équipe qui s'est passé. Alors ça c'est très joli, mais je termine en 2 mots en disant que ça c'était bien, c'était formidable, on sait bien, on était entrepreneurs, on était contents. Mais ça ne va pas, je veux dire. Aujourd'hui, moi je suis très content de voir des gens de la HEC qui arrivent, parce qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, sans formation, qui sont des échecs scolaires. C'est pas avec des éducateurs aussi gentils soient-ils qu'on va s'attaquer à ce problème. Je disais tout à l'heure, en préparant, qu'il fallait changer d'échelle, parce que c'est des dizaines de milliers de jeunes qu'on a à prendre en compte. C'est pas quelques jeunes qu'on connaît à qui il faut quand même s'en sortir. On a un vrai problème social, et je pense qu'il faut effectivement que l'économie solidaire peut le faire, mais il faut qu'ils se donnent les moyens. Donc je suis assez content de laisser la parole après à des gens dont je pense qu'ils ont les moyens de développer, parce qu'ils ont une vision différente, parce qu'ils ont fait des écoles de commerce, etc. Ils vont développer ce secteur. Merci René, c'est un témoignage extrêmement important pour illustrer comment était une partie de l'activité de ces entreprises solidaires et dans quel contexte. La question qu'on se posera certainement dans l'atelier numéro 2, c'est est-ce que ceci suffit au niveau de la société pour résoudre les problèmes que tu as évoqués.
Mais je voudrais complètement changer d'univers, et parce que là on était dans l'univers des quartiers dits difficiles, dits sensibles, on ne sait plus comment les appeler aujourd'hui, ils ont pratiquement tous les noms sont passés en vue avec, depuis à peu près 25 ans. Je voudrais maintenant passer la parole à Béatrice, qui parlera aussi au nom de territoire dont on parle peu souvent, en tous les cas à Paris, le territoire rural, dans lequel les enjeux économiques, les enjeux du lien entre l'économie et le social, l'enjeu du lien social est extrêmement fort. Et Béatrice anime depuis très longtemps une SCOP, Ardennes, elle va la présenter cette SCOP. Et je voudrais aussi qu'elle nous dise quelle est la motivation qui continue à l'animer dans sa SCOP et autour de sa SCOP. Une des motivations principales, c'est de croire que les humains peuvent coopérer entre eux. Ah, on va y arriver. Voilà, donc effectivement, nous, les pionniers d'Ardelaine, on va dire, sont des enfants de l'après-guerre, sont des enfants qui ont vécu dans une époque en pleine expansion économique et qui sont arrivés à 20 ans, 25 ans, en pleine croissance et en plein avènement d'une société de consommation qui finalement nous a posé des questions, c'est-à-dire que effectivement, c'est pour poser cette question, oui, voilà, on arrive dans une époque, on est en pleine époque industrielle, on est en pleine époque où on nous demande d'être des consommateurs, et c'est grâce à la consommation que l'économie va fructifier, mais finalement, a-t-on besoin de toutes ces choses, de tous ces objets qu'on nous propose, et n'a-t-on pas soif d'autre chose? Et donc, peut-être que plutôt que de finalement aller dans les voies que nos parents nous ont tracées, on a pris des chemins de traverse, et ces chemins de traverse nous ont amenés dans des aventures improbables, parce que, bon, par exemple, moi je me suis retrouvée en Ardèche, j'étais orthophoniste, je pouvais travailler tranquillement, gentiment, dans un métier qui démarrait. Mon mari était architecte, mon copain était enseignant, mécanicien, mais finalement dans cette Ardèche, qu'est-ce qu'on découvre? Un territoire, il y a la basse Ardèche qui marche avec le tourisme, etc., mais un territoire aussi totalement désertifié. Et là où nos enfants, nos amis nous disaient on va aller faire du développement dans le tiers-monde, on va partir d'Afrique, on va partir de là, nous on s'est dit mais en fait finalement à côté de chez nous, il y a des gens qui vivent encore comme au 19e siècle. Il y a toute une jeunesse qui est partie parce qu'elle ne trouve plus de travail. Il y a des ressources qui sont délaissées comme la laine, par exemple, qui est jetée sur les tas de fumier parce que l'économie mondialisée de la laine n'en veut plus, n'achète plus, ne s'intéresse plus, alors que finalement on a mis des milliers d'années à avoir de la bonne laine sur le dos des boutons. Parce qu'il n'y a pas assez de quantité, il n'y a pas assez d'homogénéité. Voilà. Quand on voit la laine jetée, quand on voit ces territoires désertifiés, quand on voit cette population vieillissante, quand on voit sur les murs écrit le rallye passe, le pays crève, on s'interroge et on se dit mais finalement est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour régénérer une économie qui serait peut-être pas une industrie, qui serait peut-être pas un gros business, mais simplement une économie locale, à partir des ressources locales, simplement par des échanges qui sont utiles, des produits qui sont simples, finalement, elles ne sont pas à une autre échelle aussi faire des échanges économiques et créer des emplois, des activités, parce que ce pays, finalement, il a besoin d'emplois, il a besoin d'activités pour que la population puisse y rester. Et donc, nos motivations étaient donc là, le développement local par la création d'activités, et le moyen, c'est la coopération. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas d'argent aussi, donc on n'avait
d'argent. On s'est dit finalement, quelle est notre force, c'est simplement la collaboration. Un orthophoniste qui collabore avec un architecte, qui collabore avec un enseignant, qui collabore avec un jeune qui a fait un bac agricole, qui collabore avec une instit, qui collabore avec une copine qui a fait un petit peu de gestion à l'IUT. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une équipe. Et une équipe, ça peut, si elle reste solidaire, si elle sait conjuguer ses talents plutôt que de les affronter et de les mettre en concurrence, elle peut créer beaucoup de choses, elle peut faire avancer les choses, et c'est ce qu'on a fait finalement modestement. Et je dirais que je pense toujours à cette histoire qui est qu'on raconte que quelqu'un arrive là il y a quelques années et voit quelqu'un qui taille une pierre et lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je taille une pierre. Ah oui, d'accord. Et puis, nous, chez nous, il y a des gens qui sont motivés parce qu'ils viennent chercher un boulot, ils viennent ils exercent un métier. Et puis, on va un peu plus loin et on voit quelqu'un qui taille une pierre. Et on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de faire une arche pour une porte. Et donc, oui, chez nous, il y a des gens qui sont là pour produire des biens, les vendre, des biens utiles, des biens sains, des biens locaux, bio, et dans le respect des hommes et de la nature. Et puis, un peu plus loin, il y a encore quelqu'un qui taille une pierre. On lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, moi, je suis en train de bâtir une cathédrale. Et donc, chez nous aussi, on a le sentiment d'œuvrer, d'être un petit laboratoire qui s'expérimente dans d'autres modèles économiques plus respectueux, dans les échanges, de la source de la matière première jusqu'à celui qui va utiliser le produit. Pardon, ces premiers échanges illustrent bien l'extraordinaire hétérogénéité de ce que l'on met sous le vocable économie sociale et solidaire. Par contre, émerge bien évidemment une très grande cohérence sur les valeurs, sur les principes, sur la place de l'homme dans l'activité économique. Et c'est ce que je voudrais maintenant que nous puissions regarder en écoutant la deuxième partie de la table ronde, en remerciant, mais on leur repassera la parole tout à l'heure, Bernard, Béatrice et René, et je voudrais appeler Stéphane, Joël. Et Chantal. Donc la question que je suggère maintenant d'aborder, c'est ces principes, ces valeurs, c'est-à-dire très schématiquement, entre la transparence dans la circulation de l'information, plus de démocratie dans les processus de décision, on rémunère plus d'abord le travail, plus que le capital, tout ce qui a fait de l'histoire qui se fait aujourd'hui, encore le présent, de l'économie sociale et solidaire, confronté à la réalité, qu'est-ce que ça donne pour ça? Donc, on va interroger successivement Stéphane, qui est une grosse association, et qui surtout est porteur d'un projet qui illustre le fait que l'économie solidaire bouge et croît de façon extrêmement dynamique. Et ensuite, on demandera l'avis de Joël, qui est un administrateur de massif, et de Chantal, qui est une responsable fédérale de la CFDT. Donc Stéphane, tu d'abord. Bonjour, merci. Donc il m'a été demandé, je crois, d'apporter des savoirs expérientiels autour d'une aventure collective qui s'appelle le phare. Il faut que je le dise au moins une fois. Le pôle d'hospitalité des activités à rayonnement écologique et solidaire. Le phare. Ça s'arrêtera là. Et pour
légitimité à parler du phare, c'est que c'est avant tout un bâtiment avec à l'intérieur des habitants, et le propriétaire du bâtiment est une association qui s'appelle l'association Allage que je dirige. Voilà. Alors, l'histoire du phare est intéressante pour amener éventuellement un savoir d'expérience. C'est que c'est un projet de coopération entre différentes structures de l'économie sociale et solidaire, en tout cas qui s'en revendiquent, et qui part d'une intention originelle de créer une ébullition d'idées au sein d'un même lieu, avec comme objectif de proposer des actions qui répondraient à des problèmes sociaux et environnementaux du moment sur une petite île qui s'appelle l'île Saint-Denis, derrière la gare de Saint-Denis, dans le 93 dont on a parlé un petit peu avant. Voilà, c'était ça l'ambition à l'origine. À partir de là, on remonte aux années 90, le bâtiment est acheté en 2001, et moi j'arrive en 2011. Pour dire d'où je viens surtout de l'humanitaire international, et je découvre la France depuis 2 ans. J'ai comme mission du conseil d'administration d'Allage de redynamiser le projet du phare parce que c'est un échec. Et partons tout de suite de ce point-là, c'est qu'en 2011, il n'y a plus que 3 structures dans les 1400 mètres carrés du bâtiment avec d'immenses espaces vides. C'est une catastrophe. Donc l'idée, ça a été de travailler à partir de cette intuition et puis d'essayer de remonter un projet de coopération véritable. Je ne vais pas faire l'histoire, mais je vous dis simplement que je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre tous les ingrédients d'une coopération, c'est-à-dire un groupe avec des êtres bien vivants, un projet et un mode coopératif de constitution du groupe et de construction du projet, en tout cas du langage commun. Donc ce groupe, c'est un groupe qui est passé de 3 structures à aujourd'hui 14 structures, qui sont des associations coopératives, mais aussi SARL, qui se sont cooptées au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on accepte une nouvelle structure que si tout le monde est d'accord, et si la structure souhaite partager notre projet. Et on va aujourd'hui un petit peu plus loin dans l'intégration, puisqu'on est en train de jeter les bases d'une société coopérative qui portera tout ce projet. Pourtant, il y avait déjà un discours partagé, et là je fais le lien avec l'introduction, sur un certain nombre de principes qui pour nous sont les principes de l'ESS, mais en tout cas qui sont les nôtres, on va essayer de faire avec, qui sont celui de la gouvernance démocratique, bien sûr, celui de la solidarité, on en a parlé dans les excédents et dans les pertes aussi, celui de l'engagement volontaire, c'est-à-dire qu'on rentre et on sort librement du projet, et un dernier qui est celui de l'autonomie. Et tout de suite je pose le décor, le phare se veut une alternative à la fusion. On veut que chaque structure reste autonome, même si c'est un projet collectif. Je disais mode coopératif dans la construction du projet, donc le projet s'est co-construit avec les discours des uns et des autres, et il prend aujourd'hui une forme assez stable, qui est un projet à 3 dimensions. Donc la première couche du gâteau, c'est un projet de mutualisation. On mutualise des espaces, on mutualise des services de téléphonie, d'internet, de copieurs, bientôt de services juridiques, etc. Du coup, on mutualise aussi les coûts, puisque l'idée, c'est que tout ce qui est fonctionnement coûte le moins cher aux structures pour qu'elles puissent maximiser leur énergie et leur argent sur leur mission ou leur objet social. Ça, c'est, on va dire, la phase la moins intéressante du projet, mais c'est celle qui fait qu'on est ensemble, et on est allé assez loin, puisque c'est là où peut-être l'association Allage et son conseil d'administration ont pris des risques assez étonnants, c'est qu'on a poussé toutes les structures à prendre des bureaux les plus petits possibles pour avoir des salles de réunion les plus grandes possibles, pour provoquer ces échanges autour de « tiens, qu'est-ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui ?
quelle réunion, pourquoi tu as réservé la salle, moi j'en ai besoin. Enfin, on est dans un monde qui s'engueule aussi là. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un pari aussi un peu fou, c'est que plus les bureaux privatifs sont petits, moins ça ramène d'argent aux propriétaires. Donc c'est des choix. Deuxième couche du gâteau, et c'est là où ça devient à mon avis un petit peu plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le projet commun. Projet de mutualisation, projet commun, il a deux visages. Le premier visage, c'est permettre l'échange des savoirs et l'échange des prestations. C'est-à-dire qu'on a constitué un groupe qui se retrouve autour d'objets sociaux, de missions sociales proches, avec deux thématiques partagées par tout le monde, qui sont l'insertion, ou en tout cas les personnes marginalisées du marché du travail, ou exclues du marché du travail. On a des structures qui sont dans l'insertion, on a des structures qui sont plutôt sur des publics jeunes, d'autres qui sont plutôt sur des publics roms, d'autres qui sont dans la formation continue, formation professionnelle, etc. Donc, ça c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'environnement ou l'amélioration du cadre de vie. C'est peut-être une façon de faire le lien avec tout ce qui anime l'homme debout, puisqu'on considère que l'homme est notre finalité, et son cadre de vie et son environnement de vie est aussi notre finalité. Bon. Échange des savoirs, c'est-à-dire complémentarité entre les structures, on se donne des coups de main, des infos, on partage, des analyses, mais aussi échange de prestations, c'est-à-dire que la structure à l'âge va vendre des prestations de formation à une autre structure du bâtiment, et vice-versa. À l'âge, on achète à une autre structure, met en place des services proposés par une troisième structure. Je pourrais vous donner des exemples concrets. Et je vous ai parlé de la deuxième visage du projet commun, qui est celui de créer une société coopérative. Alors techniquement, ça s'appelle une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui va nous permettre de donner la place à chaque habitant du phare, d'avoir un mot à dire sur la gestion du bâtiment et sur la transparence financière, sur la gestion des projets ensemble. Et troisième couche du gâteau, c'est ce qu'on appelle le projet collectif. C'est qu'est-ce qui fait qu'à plusieurs structures à l'intérieur du phare, on va pouvoir proposer des choses pour un territoire. Et c'est le fait de monter des projets à plusieurs qu'on n'aurait pas monté tout seul. Et parfois même, peut-être pour aller vraiment dans un exemple concret, à mettre ensemble des structures qui pourraient être des concurrentes. Donc à l'âge, on monte des chantiers d'insertion dans les espaces verts. Dans le bâtiment, il y a aussi études des chantiers qui montent des chantiers d'insertion dans les espaces verts. Et on est en train d'essayer de faire la preuve qu'on peut être complémentaires et on peut monter des projets ensemble qu'on aurait pu monter chacun de notre côté. Voilà. Pour répondre à la question de la gouvernance, la SIC est un début de réponse. La cogérance aussi, c'est-à-dire que dans la société coopérative, à un moment donné, on fait le pari, premièrement, de ne pas mettre de collège, sans rentrer vraiment dans le technique, mais vraiment c'est une structure égale une voix et pas de différence entre les structures dans la prise de décision, quel que soit le nombre de parts sociales achetées par chaque structure. C'est une cogérance à plusieurs structures, pas forcément le propriétaire. C'est aussi l'idée, par la SIC, de casser une inégalité qui existait autour du bail commercial ou du bail professionnel avec un propriétaire à l'âge que je dirige et puis des locataires. Et c'est aujourd'hui aussi un mode de gouvernance qui va se construire, parce que je n'ai pas toutes les réponses, autour d'étapes qu'on est en train de faire grâce à une chargée de projet, une chargée de développement qui vient d'être embauchée, autour d'une définition d'une vision partagée, ça on l'a à peu près, mais de modes de coopération concrets et puis d'une stratégie de rayonnement, de servir de modèle en plein ou en creux sur notre territoire. Forcément, il y a des limites dans ce projet-là. Elles viennent notamment d'une histoire associative, au sens de... C'est un groupe de structures donc, qui décident d'être ensemble, mais chaque structure a sa propre histoire, et ces histoires, elles peuvent déterminer un cadre. Donc, ça peut poser des difficultés de temps en temps. C'est un regroupement de structures, donc chaque structure a ses modes de décision. Ça aussi, ça peut être une limite.
Et puis, c'est des structures qui vivent sur un territoire, dans un environnement, cet environnement précieux, voilà. Mais on croit à cette coopération qui a été évoquée un petit peu plus tôt, et on croit à ce projet comme un moyen de rendre les structures plus fortes pour survivre aux aléas de l'environnement. Merci Stéphane. Nous avons souhaité illustrer, non pas par des définitions théoriques, mais ce que peut recouvrir les principes, les valeurs qui animent la totalité ou la quasi-totalité des structures qui se recommandent de l'économie sociale et solidaire. En 1960, c'était quelques hommes et femmes qui se préoccupaient de trouver des solutions pour garantir des risques potentiels. C'était essentiellement des commerçants qui faisaient des marchés, qui s'interrogeaient sur comment se couvrir en cas de pépin. Et bien qu'il y ait des solutions qui existaient déjà, à partir de 1960, pour avoir des sociétés d'assurance, les solutions existantes n'étaient pas satisfaisantes. La Maïf, qui est une consoeur plus ancienne, considérant qu'elle relevait du monde des enseignants des instituts, la MAF considérait que c'était les artisans, encore une fois les commerçants, ce n'était pas tout à fait pas les artisans. Donc les deux ont accepté d'accompagner ce groupement de commerçants pour créer la Massif. Ce qu'ils ignoraient en 1960, c'est que la Massif deviendrait le numéro 1 de l'assurance, mais ma foi, c'est pas gênant parce qu'on reste toujours en bonne relation avec ces autres mutuelles d'assurance. C'est pour la petite anecdote, parce qu'avant de devenir grand, il faut être petit, et avant d'être 5 millions, il en faut 1, il en faut 2, il en faut 3, je n'irai pas jusqu'à 5 millions, ça serait trop long. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on parle d'administrateur. Alors, administrateur, c'est un beau titre. Qui suis-je? Moi, j'ai fait une école des métiers d'EDF dans les années fin 60, début 70. Je n'ai aucun diplôme de l'éducation nationale, puisqu'à l'époque, ces écoles de métiers avaient cet avantage de former les ouvriers et les techniciens de certaines entreprises. On a connu ça avec la SNCF, on a connu ça à l'EDF, Caisse de France, on a connu ça dans d'autres grandes entreprises qui avaient leurs propres écoles de formation, qui mixaient une formation d'enseignement général avec des enseignants de l'éducation nationale et une formation professionnelle avec des gens issus de l'entreprise. Donc voilà, moi je suis technicien EDF, j'ai fait ma carrière à EDF en tant que technicien. J'ai, sur le tard, dans les années 2000, décidé de me relancer dans les études et j'ai fait un DESS, c'était le précurseur des masters de l'époque, en administration de l'économie sociale. Je le souligne parce que, on a entendu parler tout à l'heure d'HEC, on parle de mines, je ne sais pas exactement, l'école des mines, voilà, c'est des écoles qui font effectivement rêver. J'ai entendu le curiosité de notre ami ancien ministre et président de France Active, mais on peut aussi, en tant que simple citoyen, dès lors qu'on s'engage, on peut accéder à des responsabilités plus haut niveau et être administrateur. Nous sommes 24 plus 4 salariés de la Massif, donc 28 personnes. Nous dirigeons un groupe de 10 000 personnes, 5 millions de sociétaires. Donc je trouve que ça illustre l'homme debout, en toute fausse modestie. Mais voilà, je tiens à le dire parce que ça resitue un certain nombre de choses. Alors, pour revenir sur comment la démocratie, parce que là aussi, l'économie sociale, souvent on pense que ce qui est petit est beau, puis ce qui est grand, ce qui a réussi, ça a forcément un peu perdu ses valeurs. Ça, c'est un peu la question. Alors comment on fait? Parce qu'on peut aller plus loin. Hein. Est-ce que la démocratie dans une commune, c'est d'actualité, de 50 habitants est de meilleure qualité que dans la ville de Paris? Le problème est le même. 50 habitants, on peut tout instant se consulter, faire de la démocratie directe. Je pense qu'à Paris, faire de la démocratie directe, c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense que dans notre pays, faire de la démocratie, on connaît. Donc, il faut qu'il y ait des règles.
voilà, donc on a inventé des règles. Comment jusque dans milieu des années 80, à la Massif, il y avait, comme dans beaucoup de structures d'économie sociale, une assemblée générale nationale, forcément, une seule. Voilà. Donc ça c'est compliqué, effectivement, quand il n'y a qu'une seule instance et qu'il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Il faut savoir que jusqu'en 1973, tout sociétaire pouvait participer à l'Assemblée générale, démocratie directe. C'est beau quand je le dis. Bon, à l'époque, il devait y avoir 1 million de sociétaires. C'est pas vrai qu'on rassemble, on peut mobiliser. Ça a été fait d'ailleurs en 1973, je ne vais pas faire l'histoire d'un massif. Mais voilà, donc à partir de 1973, on se dit, parce qu'on a été quand même une histoire qui illustre quand même le fonctionnement démocratique de la Massif et des valeurs, voilà, il y en a qui connaissent aussi. En 1973, on a pris la décision d'avoir un système délégataire. Donc il faut avoir des délégués. Donc, de 1973 à milieu des années 80, ce sont des délégués nationaux. Et puis à partir, dans les années 80, on réfléchit à trouver une autre forme que ce soit plus démocratique, plus proximité. Et on invente la régionalisation. On a eu un système, on est une entreprise qui avons fonctionné du haut vers de la décentralisation, de déconcentration. On a 11 territoires aujourd'hui, j'en préside un, de la Lorraine-Alsace-Franche-Comté, 400 000 sociétaires sur ce territoire, et on a un mécanisme d'élection, de représentation, où on a un délégué pour 2500 sociétaires. Là, on redevient une image un peu plus humaine, une taille plus humaine. Et on a voulu aussi, parce que là, c'est bien, pour 2500, mais si tous les délégués de ma région viennent de Moselle, par exemple, ça ne fait pas l'affaire de la proximité. Donc on a redécoupé, c'est une mécanique qu'on connaît bien dans notre pays. Hein. Il y a à la fois le national, et puis après il y a les régions, il y a les départements, il y a les cantons, chez nous aussi, il y a des régions et il y a des sections de vote. En gros, on a 20-25 000 sociétaires, et forcément, à l'intérieur de ces 20-25 000 sociétaires, nous aurons une dizaine de délégués, donc des délégués de proximité, de territoire. Et ça, on a aujourd'hui un peu plus de 2000 délégués sur la France entière. Ils rayonnent sur tous les territoires, que ce soit le milieu urbain, rural, on en a partout. C'est le premier élément. Deuxième élément de la gouvernance que l'on a mis, on s'est dit, est-ce que, c'est bien connu dans le monde associatif, est-ce que c'est celui qui a la voix la plus forte qui doit être délégué, parce que ça existe des fois, on a des gens très, très modestes, mais très performants sur le plan de la compréhension, de l'apport au monde associatif, mais qui sont trop discrets, et ce n'est pas forcément eux qui sont dans les instances de gouvernance. On a des fois des gens qui sont des beaux parleurs, mais qui sont aussi des gens qui viennent un petit peu avec un intérêt un peu personnel et qui ne voient pas trop l'intérêt collectif. Donc nous, on a contourné cette chose, aussi en lien avec notre histoire, en se disant, mais qu'est-ce qui représente le monde du commerce et de l'industrie, puisque la Massif, c'est la mutuelle d'assurance du commerce et de l'industrie. Or, le commerce et l'industrie, c'est trois choses. C'est des employeurs, des salariés, ou anciens salariés, retraités, et c'est une partie d'entreprise qui relève de l'économie sociale. Donc, notre gouvernance, elle est structurée depuis début des années 80 sur trois grandes familles qui sont les professionnels indépendants, plutôt les PME, petites entreprises commerce, pour 20% des places. C'est l'économie sociale, donc plutôt ce qui est collectif, avec non lucratif, les associations, les coopératives, qui ont 15% des places, et les salariés, 60% des places. Et les salariés, ce sont les 5 confédérations syndicales, CFDT, CGT, j'en fais partie, Force ouvrière, CFTC, CFE, CGC. Et là, comment on répartit entre les syndicats, on ne se bagarre pas. Il ne faut pas que de se bagarrer dans les syndicats. On a tout simplement une règle, c'est les élections prud'homales. Et demain, vraisemblablement, c'est en discussion, la règle de représentation, puisque maintenant il y a un texte réglementaire sur il y a des dispositifs réglementaires qui existent depuis peu. Donc voilà la mécanique qui a été mise en place avec 2 niveaux de fonctionnement. Ces délégués régionaux, donc sur Lorraine, Alsace, Franche-Comté, pour mon cas, vont avoir une activité de territoire, une assemblée régionale, une instance régionale
avec une partie de délégation de l'activité politique de la Massif. Et on en a 175 sur ce territoire, vont élire 14 personnes qui vont avoir un rôle de conseil d'administration régional. Et ces 14 personnes, avec les 14 qu'on va retrouver dans les 10 autres régions, on va se réunir en assemblée générale, élire un conseil d'administration qui élit un président. Voilà la mécanique qu'on a mis en place, et on voit bien comment ce sont les sociétaires qui irriguent le fonctionnement et non pas le haut. Et pour terminer, pour rester dans les temps, parce que j'ai le sentiment d'être un petit peu long, le film m'échappe. On a mis en place, oui alors, ce que je voulais dire, on sort d'élection au mois de novembre, on peut se demander comment fonctionne, ce que j'explique c'est beau, hein, c'est théorique, enfin c'est théorique ça marche, mais ça reste théorique. Quel est le taux de participation? Ça c'est un baromètre. On vient d'avoir des élections au mois de novembre, il y a certainement des sociétaires autour de moi. Nous avons un peu plus de 20% de participation. Est-ce beaucoup, est-ce pas beaucoup? Ça fait 1 million de personnes. Déjà, le chiffre change. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que nous arrêtons d'enregistrer une érosion de la participation, puisque nous étions aux dernières élections à 18%, nous avons progressé de 2 points. Après 10 ans d'érosion, on est plutôt satisfait. Et comment on a réussi à faire cela? On a réussi avec deux dispositifs qu'on a mis en place. On a mis en place d'une part une dynamique que l'on veut porter sur les territoires avec ces élus qui ont une vie en interne à la Massif, mais qui ont aussi une vie en tant que sociétaires au service des sociétaires, au service de la société, au travers de ce qu'on appelle un agenda mutualiste. On va mener un certain nombre d'actions autour de la mobilité, autour de l'habitat, autour de la santé, qui sont au cœur de métier de la Massif. Et on a également mené une élection où tous les sociétaires ont été appelés pour la première fois à voter ensemble, ce qui a permis de mener une vraie campagne électorale. Vous avez peut-être entendu quelques spots sur la radio, qu'on a utilisé. Voilà, donc c'est ce travail-là, et là, notre volonté, c'est d'essayer d'amener les clients de la Massif, parce que d'abord on est client, on va acheter un produit d'assurance, même si on a le statut de sociétaire, pour en faire un client conscient qu'il est sociétaire. Et là, on rejoint de nouveau votre belle formule de l'homme debout, c'est-à-dire qu'on n'est pas un homme ou une femme qui va chercher un contrat d'assurance, mais on essaye de devenir un citoyen conscient de l'acte, de se couvrir des risques, et de tout le potentiel qu'il y a derrière, et tout l'engagement qui est possible aussi quand on est sociétaire de cette mutuelle. Merci beaucoup Joël aussi de ce témoignage. On a aussi souhaité avoir le point de vue, je dirais, de la CFDT, en tous les cas, d'une responsable confédérale de la CFDT, par ailleurs en charge de l'insertion, l'exclusion et le chômage. Chantal est membre de l'UNEDIC, elle participe à la négociation sur le renouvellement de la convention d'assurance chômage avec tous les problèmes que vous connaissez, donc ça, on ne va pas l'interroger là-dessus, mais la CFDT a 4 responsables confédérales qui suivent plutôt chaque partie de l'économie sociale et solidaire, donc il est intéressant d'entendre Chantal sur la question délicate, est-ce que vraiment les salariés d'une entreprise sociale et solidaire sont mieux traités que ceux d'une entreprise que l'on qualifiera de normale, entre guillemets, ça ne veut rien dire. On est 4 responsables à la CFDT, juste pour dire, parce que l'économie sociale et solidaire, il y a plusieurs volets dans toute cette économie-là. On a un responsable, on s'occupe, on s'interroge et on travaille sur c'est quoi le dialogue social à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire. On s'interroge et on travaille sur l'économie, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça implique. On regarde aussi tout ce qui tourne autour de l'épargne salariale, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça finance. Et moi, je suis plus en responsabilité
sur le volet insertion, donc tout ce qui tourne autour de l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'économie sociale et solidaire? Donc c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, c'est une grande famille qui n'ont pas les mêmes poids. On a rappelé les 3 familles au début de l'après-midi. Elles n'ont pas toutes le même poids, elles n'ont pas toute la même histoire, elles n'ont pas toute la même fonction. Et quand on est salarié dans une mutuelle, une grosse mutuelle, quand on est salarié dans une petite association, une association sportive, une association d'insertion par l'activité économique ou alors une association de l'aide à domicile, quand on est salarié, c'est pas la même chose. Si je regarde dans les petites associations, vous êtes salarié, en face de vous, vous avez un employeur qui est bénévole. Et c'est pas simple d'avoir un employeur bénévole en face de soi. Parce que d'une part, l'employeur bénévole qui porte un projet dynamique, dynamisant, hyper intéressant, qui tient compte du territoire, qui est hyper intéressant, ben, c'est pas sa fonction première d'être employeur. Mais quand on est salarié de ce type d'association-là, le salarié est en droit d'avoir un employeur en face de lui. Et souvent, il n'y a pas de réponse. Quand tout va bien, c'est fantastique, c'est génial, le salarié participe au projet associatif, c'est génial, quoi. Mais quand il y a des problèmes, souvent il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et, enfin, je vais être un peu dur, mais c'est jamais le bénévole qui s'en va, c'est le salarié. Dans telle ou telle condition, mais voilà. Le salarié, quand il est dans une petite association, il a le statut de salarié. C'est compliqué de parler salaire, c'est compliqué de parler rémunération, c'est compliqué de demander de partir en formation, c'est compliqué de parler des conditions de travail, des horaires, des choses comme ça. Donc c'est pas si simple que ça. Et nous, à la CFDT, ce que l'on dit là-dessus, c'est que si l'économie sociale et solidaire, dans son ensemble, si elle veut être reconnue, il faut qu'elle soit exemplaire. Il faut qu'elle travaille en se regroupant ou en regardant comment on peut faire sur un même territoire, mais travailler sur les représentants des personnels, délégués du personnel, délégués CE, délégués CHSCT, comment on peut faire se regrouper pour au moins qu'il y ait des instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, l'employeur de l'économie sociale et solidaire n'est pas organisé en tant que tel, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, un employeur qui représente la Massif ou un employeur de l'aide à domicile, ça n'a pas les mêmes intérêts. Et dans le cadre des négociations interprofessionnelles, l'économie sociale et solidaire n'est pas représentée. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est négocié au niveau interprofessionnel et national s'applique dans un deuxième temps à eux sans qu'ils en aient discuté avant. Et ça peut poser des difficultés. La seule représentation aujourd'hui des employeurs, c'est le conseil de prud'homme, où ils ont une place dans l'activité diverse. Une place d'employeur. C'est la seule représentativité qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, l'économie sociale, c'est fantastique, c'est dynamique. Une association peut se monter très vite comme elle peut se défaire très vite, mais il ne faut pas oublier le fait qu'il y a aussi des salariés qui sont en droit d'avoir des droits et des devoirs, je dirais, comme les salariés d'une grande entreprise ou un agent de la fonction publique. Merci Chantal, il nous a paru indispensable effectivement d'entendre ce point de vue, un point de vue particulièrement bien placé et très bien argumenté. On va passer maintenant au dernier témoignage. Je vais remercier Chantal, Joël et Stéphane. Le dernier témoignage, et après je vais m'adresser à Jean-Marc, je pense qu'il serait opportun de laisser la parole à la salle pour les questions avant de terminer la première table ronde et de passer à la seconde. Alors le troisième temps de cette table ronde, François, c'est sur la question du financement de la croissance, parce que ce sont des activités qui se développent, certaines malheureusement, mais certaines se développent,
beaucoup se développent, et est-ce un avantage ou un inconvénient d'être dans le monde de l'économie sociale et solidaire? Moi, j'ai la conviction que la finance solidaire apporte énormément de réponses au financement de la croissance de ce type d'entreprise. Toi, tu es très très bien placé, c'est pourquoi d'ailleurs, non seulement parce que tu es cette nouvelle race d'entrepreneurs sociaux, mais aussi parce que tu as une formation et tu viens de l'univers de la finance solidaire. Accessoirement, tu viens aussi de France Active, tu as eu la chance de travailler avec Christian Sauter, mais c'est pas pour ça que tu es là. Donc François, présente brièvement ton activité d'aujourd'hui. Grâce à ton responsable du marketing, tu connais une croissance exponentielle, donc tu es très très bien placé pour répondre à cette question. Est-ce qu'il est effectivement plus facile ou plus difficile de financer la croissance d'une entreprise solidaire? Je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais vous donner ma réponse. Bonjour à tous, et puis je ne m'attendais pas à être tout seul non plus. Je vais peut-être commencer par me présenter. Moi je m'appelle François Dechy, j'ai créé il y a 1 an maintenant une entreprise qui s'appelle Baluchon, une entreprise sociale, Baluchon Dîner Maison, et c'est une entreprise d'insertion qui développe une activité de production de plats cuisinés élaborés à partir de produits frais et de saison au maximum en circuit court, et qui sont commercialisés de façon un peu innovante. En l'occurrence, on permet à des salariés de grandes entreprises aujourd'hui de commander leur dîner sur baluchon.fr, et on livre leur dîner dans l'après-midi dans un frigo spécialement conçu à cet effet, et ils peuvent, en sortant du travail, récupérer un dîner prêt à déguster, à réchauffer chez eux. C'est ça le concept Baluchon, et c'est une activité qui nous permet de former des personnes en difficulté à des métiers qui sont en tension aujourd'hui dans la restauration collective, dans la livraison en courte distance. Donc, et c'est un concept qui nous permet à la fois de toucher le grand public, les citoyens qui, à travers un achat responsable, peuvent contribuer à favoriser des petits producteurs, les derniers maraîchers d'Île-de-France, à favoriser une activité qui crée de l'emploi dans un quartier, puisqu'on est implanté au cœur d'un quartier prioritaire à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Et c'est aussi un moyen de faire levier, en travaillant justement, en ciblant nos clients dans des grandes entreprises, de travailler avec ces grandes entreprises pour qu'elles favorisent l'implantation de notre service dans les entreprises. Alors, à ta question, Michel, je réponds à l'interpellation de Chantal Richard sur l'exemplarité des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que moi, je suis venu à l'économie sociale et solidaire parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai des parents très militants dans les syndicats, très militants aussi, enfin c'est des bons cathos de gauche comme dirait l'autre. Et donc quand j'ai créé ce projet, je me suis dit, c'est facile, j'ai fait 5 ans chez France Active, on a travaillé avec les grandes centrales syndicales sur l'économie salariale solidaire. Les syndicalistes, je les connais, les grands patrons, je les connais pas. Mais quand je vais aller proposer ces services au comité d'entreprise, ça va aller beaucoup plus facile. Et puis, Baluchon sera distribué en tout premier lieu, évidemment, parce que c'est quand même ma famille d'origine, dans les grandes entreprises de l'économie sociale, et ça sera les premiers salariés à en bénéficier. Et résultat, aujourd'hui, Baluchon a pu être diffusé dans les grandes entreprises. On est à chaque fois passé par le grand patronat et la grande direction pour s'installer. On n'est jamais passé par les CE, on les a sollicités au même moment. Et le fait est, et c'est à mon grand désarroi, que les CE sur la question des achats responsables sont souvent plus en retard que les directions d'entreprise. Et on est aujourd'hui, même si ça va changer dans les prochains mois, mais on a commencé par s'implanter dans des entreprises très capitalistes, et on n'est aujourd'hui pas encore présent avec notre service dans des entreprises dans des grandes entreprises de l'économie sociale. Donc ça, c'était une petite parenthèse, voilà, gratter pour relancer le débat. Donc voilà.
Baluchon. Alors avant Baluchon, effectivement, moi j'étais de l'autre côté de la barrière avant de me lancer dans la création de cette entreprise sociale. Et j'étais un banquier, puis ensuite salarié chez France Active, donc ce réseau de financement solidaire. Donc moi j'avais un peu les clés quand je suis passé de l'autre côté pour créer cette entreprise. Je connaissais les différentes ressources qu'on pouvait mobiliser. C'est vrai que, pour répondre à ta question sur le financement, on a la chance, nous les petits nouveaux, la deuxième génération d'entrepreneurs sociaux, d'arriver après les pionniers, les dinosaures, mais les dinosaures aujourd'hui, quand on arrive, alors moi j'ai pas fait HEC, mais quand on arrive sur les thématiques dynamiques de l'entrepreneuriat social, du social business, on oublie un peu vite que pour qu'on puisse avoir ce climat favorable aujourd'hui, et plus favorable qu'avant, il y a eu des défricheurs qui se sont cassés les dents, qui ont dû inventer des entreprises pour faire la passerelle entre des situations sociales et des situations d'exclusion qui rendaient impossible l'accès à l'emploi dans des entreprises classiques, et donc ils les ont créées, ces entreprises intermédiaires, qui ont ensuite permis de créer une passerelle vers des entreprises classiques, des entreprises ordinaires. Et sur le financement, ça a été la même histoire. C'est-à-dire qu'au départ, René, il en parlait encore, les banquiers, les entreprises d'insertion, les entreprises sociales, il a regardé un peu avec des yeux ronds, c'est quoi cette finalité sociale, mais en même temps une activité économique. Et donc, voilà, ils ont convaincu les banquiers, ensuite ils ont convaincu des grands et des très grands comme Claude Alfandéry de créer des dispositifs qui ont permis de compléter et de faire levier sur la banque, donc des financements d'investissement, des garanties d'emprunt bancaire, de la mobilisation d'épargne salariale solidaire, où là effectivement les syndicats ont joué un rôle très important pour diriger une partie de cette épargne vers de l'investissement dans des entreprises solidaires, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une palette d'outils pour pouvoir financer des projets. Et moi, si je prends juste le projet Baluchon, c'est à peu près 300 000 € de levée de fonds, et on a, on va dire, un tiers de financement privé auprès de subventions privées auprès de fondations, un petit tiers de subventions d'investissement auprès de collectivités publiques, puisque on est aussi en tant qu'entreprise solidaire intervenant sur le champ de l'insertion par l'activité économique, un opérateur de politique publique. Et puis, un tiers de financement privé remboursable, où la finance solidaire joue tout son rôle, puisque nous, c'est la moitié de financement sur ce dernier tiers, la moitié de financement à taux réduit par France Active, et l'autre moitié, un crédit bancaire, mais qui est garanti par France Active. Donc on a des outils spécifiques qui permettent de démarrer dans de bonnes conditions. Après, la question du changement d'échelle, elle se pose, comme toute entreprise. Une entreprise de 5 salariés n'a pas les mêmes besoins de financement. Et donc, autant c'est bien d'avoir des outils spécifiques pour démarrer, pour passer des seuils, parce qu'on a aussi des problématiques spécifiques, une moindre rentabilité, une gouvernance et des choix politiques qui font qu'on distribue pas ou peu de dividendes. Donc pour des investisseurs habituels, ça peut être un peu bizarre. Après, il y a donc besoin de ces outils spécifiques, et il y a aussi besoin de pouvoir, à partir du moment où on a fait la preuve de la viabilité de nos modèles économiques, on disait en introduction que les entreprises de l'économie sociale et solidaire résistaient mieux à la crise que d'autres, il y a aussi un enjeu de pouvoir accéder aux dispositifs de droit commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez en France, par exemple, si on prend juste le cas de l'innovation technologique, un certain nombre de financements dont des entreprises de technologie innovantes bénéficient. Voilà, on est dans un certain nombre de réseaux en mobilisation politique pour que ces dispositifs d'aide à l'innovation technologique puissent être transposés ou accessibles à des initiatives qui portent des solutions d'innovation sociale, sociétale. Donc ça, c'est un combat
politique à mener qui commence à porter ses fruits. Hein. On a le plan d'investissement, le programme d'investissement d'avenir qui a gardé une enveloppe importante pour l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc il y a aujourd'hui énormément de dispositifs mobilisables. Il faut qu'on puisse trouver des projets et multiplier le nombre de projets pour qu'on puisse réellement changer d'échelle. Si François, tu n'avais pas besoin de préparer à la question, parce que tu as parfaitement bien répondu. Donc ce que je suggère maintenant, c'est que vous avez eu l'opportunité d'entendre des témoignages que j'estime effectivement extrêmement intéressants. Ce que je suggère maintenant, c'est que vous puissiez poser quelques questions avant qu'on passe à l'atelier numéro 2. Tous à la fois. Je me demande si l'État ou les collectivités locales n'ont pas cherché à accaparer l'économie sociale et solidaire parce que pour faire des tâches qu'ils n'étaient pas capables de faire, et donc en subventionnant l'économie sociale et solidaire, elles l'ont accaparée en quelque sorte, et vu la crise actuelle où on réduit les subventions, je crois qu'il y a pas mal d'associations qui vont disparaître. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je ne sais pas qui veut répondre parmi tous les premiers intervenants de la table ronde, pas nécessairement monsieur. Non, Philippe peut répondre. Philippe Frémaux. Je ne vais pas parler avant et après, me dit Nicole. Non, mais c'est vrai qu'il y a des défis auxquels est confrontée aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. C'est qu'à la fois, il y a beaucoup de bonnes fées qui se penchent sur son berceau pour lui donner des financements en capital. Je pense que de ce point de vue-là, votre exemple montre qu'on peut y arriver. Mais pour des entreprises qui ont des modèles économiques qui sont des modèles économiques qui supposent d'avoir effectivement un haut niveau de financement public, ce qui est le cas dans toute une série d'activités, il est clair qu'aujourd'hui, l'austérité budgétaire a des conséquences qui font que la résilience dont elle se vante pour les années passées, dans un contexte où les secteurs qui ont le plus souffert étaient l'industrie ou le bâtiment, plutôt que des secteurs des services, du fait du maintien de la dépense publique, risque au contraire de se retourner dans les années à venir, où on risque peut-être de voir l'industrie au contraire se remettre à se développer grâce au pacte de compétitivité, alors qu'au contraire, une partie de l'activité des services, et notamment du monde associatif, va subir l'effet de l'austérité. Alors, beaucoup d'associations cherchent à diversifier leur modèle de financement, mais c'est clair qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut servir des prestations à des publics qui sont des publics à faible niveau de revenus, non solvables, et offrir un service à tous, il faut qu'on ait aussi des aides publiques qui soient en due proportion des services qu'on va produire pour des personnes qui n'ont pas les moyens de les acheter. C'est le cas notamment pour tout ce qui est aussi bien petite enfance, prise en charge des personnes âgées, mais aussi dans le domaine de la culture, des loisirs. D'autres réponses. Un tout petit mot là-dessus, sur je ne sais pas si le mot accaparement est un bon mot. Moi, ce que je crois, c'est en fait, c'est important. Il y a eu plusieurs crises déjà. Quand en 86, ce gain a supprimé la ligne de subvention aux entreprises intermédiaires, qu'il a rétabli d'ailleurs en fin de mandat, il avait dit publiquement que c'était une bêtise. Je veux dire, en même temps, c'est intéressant qu'il y ait une tension pour les gens qui sont en insertion entre le fait que leur travail est indispensable au financement. Une entreprise d'insertion par l'activité économique qui ne serait pas suffisamment dépendante de son financement par la productivité, je veux dire, c'est pas une vraie prise d'insertion. Je crois que c'est important. Et donc, il y a une espèce de tension. Il
faut que la force publique intervienne et en même temps il faut que les boîtes trouvent elles-mêmes le financement par l'activité économique, quoi. Il faut savoir où on place les curseurs, mais c'est important qu'il y ait les deux, quoi. Je confirme un peu les éléments de réponse avec l'expérience qu'on a. C'est effectivement, on est sur des opérateurs d'une politique publique d'insertion, l'association LAGE et les autres que je pourrais citer dans le pôle. La tendance, elle est que les subventions, les modalités d'intervention de l'argent public pour financer notre activité, qui est une activité qui a un rôle social, qui a un rôle aussi de ramener des personnes dans une situation d'employabilité, elle a pour conséquence cette raréfaction des financements publics que soit des structures fusionnent et sont absorbées. On voit l'émergence de gros groupes, des multinationales carrément. Je pense à des dizaines de milliers de salariés qui sont dans l'insertion par l'activité économique. Soit la disparition pure et simple de petites structures avec éventuellement la disparition de toute cette capacité à proposer des choses un peu différentes, et voilà. Parce que c'est un choix, je ne dirais pas jusque là, mais du coup c'est là où nous on essaye d'expérimenter notre idée concrètement en disant en étant plusieurs mais chacun autonome, on va garder cette diversité. En étant plusieurs, on va certainement trouver des nouvelles idées pour diversifier notre activité, pour s'enrichir entre nous, et puis pour baisser les coûts de fonctionnement. Voilà. Mais comme vous le dites, l'environnement est pressurisant, en tout cas il met une pression sur nous, et peut-être que c'est aussi la spécificité de cet entrepreneuriat un peu spécifique, c'est de aussi ne pas s'endormir sur nos lauriers et d'aller chercher, s'ajuster régulièrement. Le futur, peut-être moins d'opérateurs, mais des opérateurs de mieux en mieux préparés. Oui, aussi, comment dire, soit on est sur des créneaux économiques qui dégagent des marges qui permettent de faire vivre une économie, de avoir de bons salaires, etc., etc. Et nous, franchement, faire du textile, de la production, du bio, vous savez déjà, c'est pas pour faire une démonstration, que vous n'allez pas dégager de grandes marges, etc., etc. Mais en même temps, personne, enfin en tout cas sur notre fonctionnement, aucun soutien de l'État, sinon du secteur public, puisque ça c'est on est sur le secteur marchand, même si on fait de l'insertion, je veux dire, territoriale et non pas et sociale quelque part, parce qu'on crée des emplois, alors on ne s'en crée pas, mais c'est pas reconnu comme tel. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on est obligé d'interroger nos salaires, c'est-à-dire que notre fierté chez Ardelaine, c'est d'avoir créé une cinquantaine d'emplois dans un village désertifié, etc., de tondre nos 50 000 moutons avec nos 250 éleveurs, de faire venir 20 000 personnes sur notre site par nos activités touristiques, d'avoir créé un restaurant, d'avoir créé une conserverie, d'avoir créé ici, d'avoir créé là, mais d'avoir aussi sacrifié un peu nos salaires. C'est une grande réussite dans une économie, mais là aussi, on est obligé de réinterroger nos solidarités aussi et nos capacités à mutualiser entre les gens d'un territoire, de faire les groupements d'achat, de se prêter, d'avoir une banque de vêtements pour les enfants, etc., etc. Voilà, aussi, on peut aussi développer de nouvelles formes de solidarité qui nous permettent de vivre bien, peut-être avec un petit peu moins, quoi. Question. Moi, je voudrais vous poser une question sur les finalités humaines, parce qu'on entend des choses là sur les finalités sociales qui me semblent intéressantes, mais je voudrais quand même que vous soyez un peu plus explicite. Qu'est-ce que vous cherchez à faire véritablement? Parce qu'on a le sentiment que vous avez un peu le souci de l'inclusion, de chercher des personnes à les remettre en route, etc. Mais
voudrais quand même que sur ce point-là, ça soit plus clair, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites et des choses contradictoires, mais sur l'aspect simplement économique de la chose, bon, si on prend des analyses de quelqu'un qu'on connaît ici dans la communauté, qui s'appelle Boltanski, qui a pas mal réfléchi sur l'esprit du capitalisme, on voit aussi que le capitalisme a une formidable capacité de récupération d'initiatives à la marge, dont l'économie sociale et solidaire. Le capitalisme a besoin d'une altérité, d'une forme d'altérité pour pouvoir exister lui-même. Et quand j'entends des choses qui font un peu dur à l'oreille du style social business ou opérateur de politique publique, je me dis là, attention aux déviations. Je ne peux pas vous interroger sur ce dernier aspect, mais plutôt sur les finalités humaines. Alors ce sera l'objet de l'atelier 2. Voilà, ça sera, répondre à cette question sera une des finalités du deuxième atelier, donc nous n'anticipons pas trop, mais s'il y en a quand même qui veulent déjà apporter des premiers éléments de réponse. Donc on répondra à votre question dans l'atelier. Bon, alors on va prendre une autre question en attendant. Oui, la syndicaliste CFDT me semble avoir posé une question intéressante. On a dans les associations la confrontation, confrontation, pas la confrontation, mais la mixité entre bénévoles et salariés n'est pas toujours très facile. Et notamment, je pense que quand des bénévoles qui ont toute leur générosité à déployer et qui est tellement appréciable parce qu'ils ont l'expérience souvent derrière eux, il faut aussi faire attention à ce qu'ils ne gardent pas trop longtemps cette activité qui peut être en décalage avec l'âge notamment de leurs salariés. Et comme elle le disait, il n'y a pas de régulateur. Le président peut avoir, ou la présidente peuvent avoir des pouvoirs énormes qui peuvent fausser un petit peu cette réglementation. Alors qu'on aimerait tellement que justement dans les entreprises solidaires, l'esprit de générosité et de philanthropie qui est dégagé se dégage aussi à l'intérieur de l'entreprise. Personne ne peut prétendre effectivement que les entreprises sociales et solidaires sont à l'abri de dérives autocratiques de vieux présidents ou de jeunes présidents d'ailleurs. Les exemples sont malheureusement multiples. D'autres questions? On avait eu ici en tout cas. Patrice? Oui, moi je serais intéressé d'avoir d'autres témoignages comme celui d'Ardolette, c'est-à-dire sur la tension entre les objectifs sociaux ou de mode de vie, etc., et l'aspect économique. Comment c'est vécu et comment, au sein des différentes entreprises dont les représentants sont ici. Bernard, très vite, à travers l'exemple d'une Brigitte Cartier qui est chez Montfermeil, où les personnes ne voulaient plus faire de ménage des rues, ni les employés municipaux, ni les boîtes privées, et où effectivement Brigitte Cartier se montait avec les habitants. C'est vrai qu'on sentait que c'est pour ces gens qui étaient souvent alcooliques, sans boulot depuis longtemps, au RMI à l'époque, enfin pas au RMI, le fait que ça soit la ville qui paye, c'est leur boulot, c'est leur travail qui soit payé et pas une subvention de l'État est extrêmement important. Et le fait que la ville ce quartier de la ville soit devenu propre et entretenu était, alors on parle de l'homme debout, était pour eux quelque chose d'extrêmement important. Je pense que si ça avait été de l'argent qui était donné comme subvention, ça n'aurait pas été pareil. Voilà. Dernière réaction, après il ne faut pas trop prendre le temps sur la pause. Oui, cette question elle est capitale pour au moins les sociétés coopératives comme la nôtre qui sont dans le secteur marchand. Aucune subvention de rien, une concurrence directe avec 3 autres acteurs qui sont des grands acteurs nationaux et à l'intérieur de l'entreprise, à la fois des sociétaires salariés et à la fois des salariés.
des sociétaires salariés qui se sacrifient parce que tous les mois, ils apportent une contribution au capital de la coopérative, et des salariés non sociétaires qui, eux, voient dans la hiérarchie une rémunération un peu supérieure, puisqu'il y a un prélèvement moindre. Eh bien, cet aspect-là est très très important, et véritablement, quand on est dans un milieu où la concurrence existe, et nous on a une concurrence qui existe entre nos trois acteurs, et le salarié peut aller d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut se débaucher les uns ou les autres, je vous garantis que c'est compliqué, et c'est compliqué pour garantir une dynamique que j'appellerais sociétale. Merci. J'espère que la qualité de tous ces intervenants vous aura convaincu et amené aussi. Merci à Béatrice, à Pat, Anne, Joël et dans l'enthousiasme de ce premier atelier, je suis sûr que vous allez acheter beaucoup de livres et que vous allez contribuer largement au financement modeste de cette journée. Merci encore. Une petite pause, donc de quelques minutes.